Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres, ce mercredi 29 janvier, l'envasement de la Rance continue d'inquiéter l'association Rance Environnement. En ce début d'année, elle menace d'attaquer en justice l'État et EDF. Après la galette des rois, continuons les réjouissances gourmandes. Ce dimanche, c'est la Chandeleur et dans le Morbihan, une artiste a décidé de ne pas seulement manger les crêpes, mais d'en faire des œuvres d'art. Et puis, suite de notre série consacrée au portrait de candidats aux élections municipales, rencontre aujourd'hui avec Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture et candidat à Ploucanou dans le Finistère. 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mercredi. Les opposants au texte ont encore défilé dans les rues de la région. En Bretagne, 500 personnes se sont rassemblées à Quimper, 700 à Lorient ou encore 3000 à Brest. La mobilisation est donc beaucoup plus faible ce mercredi que lors des précédents rendez-vous. Pour rappel, le projet de loi a été présenté la semaine dernière au Conseil des ministres et ce jeudi, la conférence de financement de la réforme va être lancée. Les syndicats seront présents pour débattre avec le gouvernement. Nous allons maintenant dans les Côtes-d'Armor sur la Rance. L'envasement du fleuve continue de jour en jour. L'association Rance Environnement dresse encore en ce début d'année un constat alarmant. Un plan de désenvasement devait pourtant permettre d'extraire 50 000 mètres cubes de sédiments par an dans la période 2018-2023. Mais selon l'association, aucune vase n'a été retirée de l'estuaire. Rance Environnement dénonce donc des manquements de la part de l'État et d'EDF et envisage des poursuites judiciaires. Écoutez Jean-François Mordrel, le président de l'association, au micro de Mathilde Kemener. On est prêt à aller en justice s'il le faut, si on trouve les moyens de le faire. Je crois qu'il y a des précédents en ce moment. Il y a dans les questions de pesticides, de climat, etc. On s'aperçoit que de plus en plus d'ONG, d'associations ou même de particuliers n'ont plus peur d'aller devant la justice, devant les tribunaux administratifs. Alors ça peut aller loin, ça peut aller en Conseil d'État, etc. Donc c'est des procédures longues qui sont coûteuses, qui ne sont pas à l'échelle d'une association, évidemment. Mais bon, il y a des solutions. Retour en bref à présent sur les autres titres de l'actualité. C'est l'heure de la Bretagne en 5 infos préparée par Benjamin Bréon. Changement à la barre des chantiers Piriou à Concarneau. Le président Pascal Piriou et son frère Jacques, en retraite depuis 2009, cèdent leur participation. Ils seront remplacés par un groupe de 13 cadres de l'entreprise mené par le directeur général Vincent Faujour. C'est la fin de 50 ans de saga familiale à la tête des chantiers qui emploie plus de 900 personnes pour un chiffre d'affaires 2019 de plus de 150 millions d'euros. La nouvelle direction, dont le carnet de commandes est plein, entend tripler ce chiffre d'ici 3 ans. La grippe progresse en Bretagne. Elle a atteint cette semaine 190 personnes pour 100 000 habitants, en hausse de 50% par rapport à la semaine dernière. Le pic de l'épidémie est prévu début février. La diarrhée, en revanche, est en recul. Réveil désagréable ce mercredi à Saint-Malo. 99 véhicules garés le long de la gare SNCF avaient été vandalisés à coups de couteau. Pour certains d'entre eux, les 4 pneus avaient été crevés. Un homme a été interpellé. Brest et Rennes font partie des 15 villes les plus embouteillées de France, selon le fabricant de GPS TomTom. Un automobiliste brestois passerait ainsi chaque année en moyenne 4 jours et 9 heures dans les bouchons. Le meilleur jour de l'année 2019 pour circuler à Brest était le 23 juin, c'était un dimanche. Et le pire, le 17 décembre, un mardi, jour de manif. 1600 places devraient être créées dans les 10 ans dans les ports de plaisance du Sud Finistère, selon le syndicat mixte qui gère ceux de Douarnenez, Audierne, Pinmar, le Guilvinec, l'Esconil, Loctudy et Concarneau. Il y a de la demande. Actuellement, l'attente moyenne pour bénéficier d'une place à Audierne est de 11 ans. Et nous partons maintenant à la rencontre d'un nouveau candidat aux élections municipales. C'est la suite de notre série débutée ce lundi. Aujourd'hui, portrait d'un ancien ministre de la Culture engagé sur la liste de Nathalie Bernard, maire sortante de Plouganou, commune de plus de 3000 habitants du nord du Finistère. Sophie Lecroisier a rencontré Jean-Jacques Ayagon. Depuis 10 ans, les habitudes sont prises pour Jean-Jacques Ayagon. Cet ancien ministre de la Culture et de la Communication sous la présidence de Jacques Chirac a posé ses valises à Plouganou. Ma vie professionnelle est longue, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences dans cette vie, cultivé un certain nombre de relations. Et côtoyant quotidiennement mes concitoyens de Plouganou, je me suis dit de quelle façon puis-je demain leur rendre service, leur être un tout petit peu utile. C'est dans ces conditions que j'ai fait le choix de
proposé à la maire actuelle, qui est candidate à un deuxième mandat, de m'associer à sa liste. Un nouveau défi pour ce breton d'adoption, originaire de Lorraine, qui aura été tour à tour ministre, président du Centre Georges Pompidou et des Arts décoratifs, puis président du Château de Versailles et enfin conseiller de François Pinault. Je garderai toujours, au fond de moi, jusqu'à mon dernier jour, cette petite frustration de ne pas avoir un jour dans ma vie, même c'est trop tard maintenant, avoir été élu maire. À 2 mois des élections municipales, les enjeux de la commune font parler bien au-delà des étiquettes politiques. La question du logement, la question du cadre de vie, la question des équipements publics, la question de la pérennité de l'activité commerciale. Toutes ces questions sont des questions centrales. Ce qui est important au sein d'un conseil municipal, ce ne sont pas les étiquettes politiques dont les uns et les autres sont affublés, ce sont les valeurs. Et donc, plus il y a de diversité, et mieux c'est. À 73 ans, Jean-Jacques Ayagon pourrait bien réaliser son rêve et se mettre au service des gens. Réponse dans les urnes en mars prochain. La Chandeleur, c'est ce dimanche et vous allez sûrement apprécier vos crêpes pour le goût. Une artiste morbihanaise vous propose aussi de les savourer comme des œuvres d'art. Elle les façonne avec beaucoup de dextérité, d'imagination et un soupçon de magie. Karine Chevrolier a rencontré l'artiste Sarrazine à Vannes. De la farine de blé noir, de l'eau, laissez reposer la pâte. La recette des crêpes, direz-vous? Et non, en ajoutant quelques ingrédients comme du colorant, mais également un peu de poudre de perlimpinpin. Sylvie Thureau a mis au point le galet tarte. Moi, ce que j'aimais, c'était la dentelle. Après, je suis toujours émerveillée de voir qu'avec une pâte à crêpes, en l'espace de 10 secondes, elle est molle, elle est cuite et elle reste. Et ça, à chaque fois, c'est magique, quoi. Son inspiration, elle la trouve dans la littérature, l'histoire de l'art ou encore les paysages. 2 techniques, une pâte crue ou cuite, qui offrent de nombreuses déclinaisons. C'est des sculptures éphémères, c'est des petits cœurs, c'est des tableaux, c'est du collage de galettes. Donc ça peut être des mobiles, on peut les poser sur une étagère, ça ne bougera pas. Ça peut être mis aussi dans des petits aquariums. Cette Bretonne d'adoption voue donc depuis plus de 20 ans une véritable passion à la crêpe. De quoi surprendre et bousculer les Bretons. Beaucoup étaient interloqués en disant « mais comment ça, c'est de la pâte à crêpes, c'est de la galette, mais enfin, mais c'est de la vraie pâte à crêpes, mais ça pourrit pas, ça se garde ». En fait, les questions, c'était tout le temps la conservation. Mais la conservation, elle bouge pas. Donc moi, j'ai à peu près 20 ans maintenant de recul, ça n'a jamais bougé, quoi. Les œuvres de Sarrazine se vendent entre 60 et 1 500 €, de quoi porter un nouveau regard sur les futures crêpes que vous mangerez. Et voici à présent des œuvres d'art que l'on dégusterait avec moins d'envie. Au Petit Écho de la Mode à Châtellerault dans les Côtes-d'Armor, ce sont des structures d'insectes réalisées à partir d'instruments de musique qui sont à voir. Des créations monstrueuses, animées, mais aussi oniriques. Les artistes ont livré les secrets de fabrication au public il y a quelques jours et Mathilde Kemener était sur place. Exposition d'envergure cet hiver au Petit Écho de la Mode, le pôle culturel de Châtellerault. Des insectes géants à base d'instruments de musique hors d'usage. Lorsque la bête détecte une personne, elle prend vie et produit un son. C'est beau, c'est technique et c'est... Non seulement c'est technique, mais c'est artistique. Et ça ressemble aussi à la vérité, parce qu'il nous a montré l'araignée qu'ils sont en train de faire. C'est une part d'un véritable animal. Si tu vois, pour une patte, là, comme ça, il me faut à peu près une journée. Une journée? Ouais. Ah ouais. Donc tu vois, il y a 8 pattes. Donc je vais déjà mettre 8 jours de ma vie à faire des pattes d'araignée avec des archets. On est en train de construire une deuxième araignée et les 8 pattes vont être faites avec 58 archets. C'est un petit retour vers l'enfance, c'est un retour vers l'infiniment petit. On vous invite à rentrer dans un gazon et à redécouvrir ce qui ont été les premiers contacts avec la faune, un parcours un peu sensoriel, quoi, quelque chose où on est un peu en immersion. Une proposition qui séduit les visiteurs, ils sont plus de 150 chaque jour à se déplacer. Très clairement, on est là sur une fréquentation qui est quasiment celle de l'été.
de notre grande exposition d'été. À partir du 7 mars, ces insectes géants s'échapperont du pôle culturel de Châtellerault pour effectuer de nouvelles rencontres dans une nouvelle ville. Et c'est avec ces insectes géants que nous refermons cette édition. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes.